Bonjour à toutes et à tous. On va commencer cette deuxième séance du cycle d'introduction au marxisme. En fait, un mot de contextualisation. Marina, pour la nommer encore une fois, Marina, elle m'avait demandé de faire cette formation de niveau, entre guillemets, initial d'introduction à l'économie marxiste. Mais pour moi, il y a 3 problèmes avec ce programme. Et je vais détailler ces problèmes-là et vous allez voir pourquoi c'est important. Bon, je mets mon minuteur. Ah, parfait. Galia, par ici. Bon, ça aurait été la séance parfaite, mais... Ok, donc il y a 3 problèmes avec l'idée d'une introduction à l'économie marxiste. Le premier problème, c'est que Marx lui-même n'a jamais développé d'économie, mais plutôt ce qu'on appelle, dans la tradition marxiste, une critique de l'économie politique. Marx n'a jamais eu l'intention d'être économiste, mais plutôt, ni même d'ailleurs économiste politique, qui était la façon dont on appelait la science économique à l'époque de Marx. Et lui-même, donc Marx, n'a jamais eu l'intention de devenir économiste. Marx lui-même a lu et critiqué ceux et celles qui, avant lui et à son époque aussi, se réclamaient de l'économie politique, en montrant notamment que les catégories que ces auteurs économistes, disons un peu vite, que ces économistes employaient, ils critiquaient l'idée que ces catégories-là étaient universelles. Pour Marx, en fait, les catégories qu'emploient ces auteurs, et je vais détailler tout au long de cette présentation lesquelles sont, ces catégories-là, en réalité, sont historiques, c'est-à-dire qu'elles apparaissent à un moment donné dans l'histoire, et si elles sont historiques, ça implique aussi que dans le futur, elles ne seront peut-être pas applicables à notre réalité. Et donc derrière l'expression de la critique de l'économie politique qu'emploie Marx tout le temps, et qui est le sous-titre du Capital d'ailleurs, se cache donc l'analyse des mécanismes économiques du capitalisme, donc ce qui rend possible le capitalisme. Et donc en quoi consiste cette critique de l'économie politique? Et là je donne un exemple un peu plus contemporain. En fait, lorsqu'on écoute par exemple la télévision, lorsqu'on écoute des allocutions présidentielles, lorsqu'on écoute des discours des ministres, ou encore lorsqu'on écoute aussi des journalistes économiques parler d'économie, ces personnes-là emploient des concepts ou des catégories ou des mots tout simplement comme croissance, euro, marché, travail, etc., sans les questionner, comme si précisément c'était des catégories universelles qui s'appliquaient en tout temps, en tout lieu, qui s'appliquaient à toutes les sociétés, et donc qu'elles sont incontestables en quelque sorte. Pourtant, l'œuvre de Marx et d'Engels aussi, il ne faut jamais l'oublier, consiste à montrer que ces catégories n'ont rien de naturel. J'ajouterais même que les capitalistes en fait sont aidés par le fait que l'économie semble être une science un peu ésotérique, c'est-à-dire un peu inaccessible, un peu hermétique. Et donc ils se réfugient derrière l'idée d'un laissez-nous faire. Donc l'économie, c'est trop important pour être laissé au bas peuple en quelque sorte, aux gens qui ne connaissent rien en économie. Pourtant, et c'est ce que je vais essayer de faire un peu aujourd'hui, comprendre les mécanismes de l'économie capitaliste est à la portée de tout le monde, et Marx s'est efforcé en fait de rendre un peu accessible, ou du moins d'abord de décortiquer cette économie capitaliste et ensuite de la rendre accessible par divers moyens au mouvement ouvrier naissant qui était celui de son époque. Et donc pour Marx, comme pour aussi les marxistes après lui, connaître le capitalisme permet aussi de mieux le combattre. Souvent, quand on milite, quand on est des militantes ou des militants, on ne se penche pas assez sur les mécanismes qui rendent possible le système connaissance et combattre. On est souvent très pris par les tâches militantes, la rédaction de tracts, la préparation d'une manifestation, des choses comme ça. Et pourtant, l'étude du capitalisme, de ces mécanismes, de ces diverses facettes, à la fois, bien sûr, son aspect économique, mais également ses aspects plutôt politiques, culturels, symboliques, etc., c'est très important. Et lorsque cette étude est bien menée, et qu'elle intègre des éléments socio-historiques pertinents, en fait, alors, on peut identifier plus facilement les points de tension et les leviers d'action pour nous qui voulons renverser le capitalisme. Et Marx lui-même est passé par là. Il a consacré une très grande partie de sa vie à étudier le capitalisme, ou plutôt l'économie capitaliste, notamment dans la deuxième partie de sa vie. Il voulait étudier ce qu'il appelait l'anatomie de la société bourgeoise,
et donc comprendre aussi la place du prolétariat dans la société et aussi le potentiel émancipateur du prolétariat dans cette société-là. Et j'ajouterais que les mécanismes du capitalisme permettent de comprendre aussi que celui-ci, et j'insiste beaucoup là-dessus, n'est pas éternel. Il n'a pas toujours existé et il n'existera pas toujours. Il a un caractère donc historique. Et c'est en cela que le marxisme est donc une critique de l'économie politique, et non pas juste une économie marxiste. Même si le terme économie politique, ça c'est une parenthèse, est de plus en plus réapproprié par des auteurs qui se revendiquent plus ou moins, ou qui du moins sont sympathisants du marxisme. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui revendiquent de l'économie politique. Moi, dans mes travaux de recherche par ailleurs, parce que je suis chercheur à l'université, j'essaie aussi de faire un peu d'économie politique, et plutôt dans le sens d'une revendication d'une critique de l'économie politique, ou plutôt de l'économie dominante. Le deuxième problème avec l'idée de faire une introduction à l'économie marxiste, c'est que même si la critique de l'économie politique est, ce que disent beaucoup de gens, la pierre angulaire du marxisme, c'est pas quelque chose qui correspond nécessairement à un niveau initial en quelque sorte. Vous allez voir, c'est une question qui parfois est peu évidente. Ça ne veut pas dire que c'est inaccessible, loin de là, c'est exactement le contraire de ce que j'ai dit auparavant, mais cela nécessite l'étude patiente de l'économie politique et de sa critique, et c'est quelque chose qui ne peut pas être résumé en 1 heure ou même 1 heure et demie, 1 heure et demie de présentation et en 1 heure de débat. Et mon but aujourd'hui est plutôt de vous donner envie de lire et de vous intéresser à cette critique de l'économie politique. Et l'idée, c'est qu'après, soit dans vos cellules, soit dans vos cercles de lecture, ou soit toute seule ou tout seul, vous lisiez Marx dans le texte, et donc vous puissiez en discuter après avec vos camarades, quels qu'ils soient. Et le troisième problème avec cette introduction à l'économie marxiste est que le Capital, et plus généralement l'œuvre de Marx, n'est pas un livre de révélation, n'est pas un livre religieux, où toutes les questions trouveraient une réponse, comme on peut l'entendre parfois dans la bouche de certains militants. Le marxisme a traité d'un ensemble de sujets, mais n'a pas traité d'un ensemble de sujets. Tout simplement parce qu'un certain nombre de phénomènes n'existaient pas à l'époque de Marx. Par exemple, l'économie de service était très peu développée à l'époque de Marx, et pourtant, aujourd'hui, la plupart des économies dans les pays dits riches, dans les pays capitalistes du Nord, sont des économies où les services occupent une très grande partie du PIB notamment. Et donc il s'agit en fait de s'interroger comment les textes de Marx, les idées de Marx ou les concepts de Marx peuvent nous aider à comprendre ces nouvelles réalités. L'idée, c'est pas de appliquer des maximes à la réalité, parce que l'œuvre de Marx elle peut être caractérisée de 3 façons. Elle est vaste, elle est complexe et surtout elle est incomplète. Marx lui-même, il a écrit énormément de manuscrits. Hier, j'ai parlé de l'idéologie allemande, qui est un ensemble de textes qui sont très différents les uns des autres, qui ont été ensuite collés ensemble et présentés sous la forme d'un livre. Pourtant, Marx a écrit très peu de bouquins lui-même, il a publié lui-même très peu de livres, et il a laissé surtout énormément de manuscrits, qui sont des manuscrits qui donnent tout un tas d'intuitions en fait, pour comprendre tout un tas de phénomènes. Je donne un seul exemple. Il y a un texte que j'aime beaucoup de Marx, publié dans des textes économiques, qui s'appelle Les Grundrisse, et le texte en particulier s'appelle Le Fragment sur les machines. Et en fait, il y a eu beaucoup de lectures politiques de ce texte, notamment par des militants marxistes italiens dans les années 70, parce que certains ont voulu lire la clé de la compréhension du capitalisme contemporain, etc. Donc le marxisme fait l'objet de débats et d'interprétations et de luttes d'interprétation. Et c'est ça, à mon avis, l'idée qu'il faut retenir, c'est que le marxisme fait l'objet de débats et de luttes d'interprétation. Voilà, donc c'est pas la vérité, mais c'est ce que j'ai insisté beaucoup hier, le marxisme, c'est aussi des outils et des armes pour l'action, et c'est comme ça qu'il faut le concevoir. C'est pas la vérité vraie, mais c'est plutôt ces outils et ces armes pour l'action. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est 2 choses. Vous donner des éléments généraux qui sont cette invitation à l'étude de la critique de l'économie politique, pour qu'ensuite vous appropriez dans différents cadres de cette question-là. Et ensuite, je vais essayer de vous donner quelques éléments de compréhension de quelques débats contemporains sur le travail et l'exploitation. Et je vais très classiquement parler de 3 choses, en 3 parties. Tout d'abord de la marchandise, parce que Marx commence dans le Capital par parler de la marchandise.
Je vais ensuite parler de l'exploitation. Qu'est-ce que Marx comprend par l'exploitation? Et je vais finir par le débat sur le travail productif, qui est un peu le point polémique de cette présentation, et j'espère qu'il y aura un peu un débat là-dessus. Voilà. Donc comme hier, s'il y a des questions, des remarques, des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas, surtout parce qu'aujourd'hui, ça va être un peu plus... On va parler des choses qui peut-être seront très nouvelles pour vous. Donc n'hésitez vraiment pas à m'interrompre et à me demander de reformuler, de revenir là-dessus, etc. J'attends comment ça s'aille. Hier, on avait fini sur la conception matérialiste de l'histoire, donc le fait que l'acte premier de l'histoire de l'humanité, c'est la production de la vie matérielle, la production et la reproduction de la vie matérielle. Et c'est ce qui intéresse Marx tout au long de son œuvre. Il s'intéresse comment les sociétés, et tout particulièrement la société capitaliste, produit et reproduit ses conditions d'existence, ses conditions matérielles d'existence. Et c'est pour cela que dans Le Capital, qui est l'œuvre plutôt majeure de Marx, c'est pour cela que dans Le Capital, il commence par la marchandise. C'est le titre du premier chapitre du Capital. Et cette première partie du Capital apparaît toujours comme très difficile, très ardue, trop éloignée de la réalité, un peu abstraite, on ne comprend pas très bien pourquoi il veut commencer par là. Il y a des auteurs, des marxistes après Marx, notamment Althusser, qui est un philosophe, il a carrément dit, en fait, on peut carrément la sauter, on peut commencer par la deuxième partie, la deuxième partie du Capital. Mais à mon avis, il faut quand même s'y attarder un tout petit peu, il faut quand même se confronter à ce chapitre-là, à celui sur la marchandise. Parce qu'en réalité, la difficulté qu'on a à le lire, c'est parce que ce chapitre traite d'objets qui sont en réalité très familiers avec nous, au quotidien, et qu'en réalité, on n'a pas l'habitude de les questionner. Donc la marchandise, c'est quelque chose qui est partout, en fait, c'est des choses qu'on désire, qu'on déteste, qu'on porte sur nous, qu'on avale, c'est aussi des marchandises immatérielles, c'est des services notamment. C'est la même chose pour la monnaie. La monnaie, on en a tous et toutes fait usage ici. Et de la même façon, le travail, c'est quelque chose que la plupart d'entre nous ont accomplissent tous les jours. C'est la manière dont on gagne notre vie, etc. Donc c'est un ensemble de catégories que Marx en fait, va s'employer à déconstruire en montrant en fait, que derrière ces catégories qui ont l'air d'être si évidentes, en fait, se cachent les mécanismes, l'anatomie de la société bourgeoise, comme il disait. Et le propre de Marx est donc de essayer d'avoir contribué à lever le voile sur les phénomènes qui ont l'air d'être familiers et qui sont au fondement de l'économie capitaliste. Et donc la marchandise, comme point de départ de l'analyse de Marx, tient précisément au fait que les marchandises sont partout. D'ailleurs, la première phrase du Capital, c'est les sociétés contemporaines, je paraphrase, c'est pas exactement ça, mais il dit les sociétés contemporaines apparaissent comme, alors il y a l'idée vraiment qu'elles apparaissent comme, se révèlent à nous, sont face à nous comme une immense accumulation de marchandises. Et lorsqu'on pense en fait à la société capitaliste, c'est exactement ça. Les marchandises sont partout, on les achète, on les contemple, on les désire, on les déteste, on les méprise. Et c'est quelque chose qui est universel à toutes les classes sociales, à tous les genres, à toutes les races. Les marchandises sont partout, en gros. Mais donc, qu'est-ce qu'une marchandise? Et c'est là où en fait on commence à s'intéresser un tout petit peu plus à qu'est-ce qu'il y a derrière ces objets. Une marchandise, c'est un bien produit en vue d'être vendu dans un marché. Et là, il faut décortiquer un tout petit peu plus cette affirmation. On peut avoir des biens, bien sûr, qui sont produits, mais qui sont uniques. Donc, il n'existe qu'un seul exemplaire, comme les œuvres d'art. Il existe bien sûr des œuvres d'art qui peuvent être vendues dans les marchés. Il y a des marchés d'œuvres d'art, mais il y a certaines œuvres qui peuvent ne pas être vendues. C'est le cas des œuvres d'art au Louvre, par exemple. C'est le cas de la Joconde. C'est un objet qui a été produit, mais qui ne peut pas être vendu. Donc, ce n'est pas une marchandise. Il y a aussi d'autres biens qui peuvent être produits en très grande quantité, mais qui ne sont pas des marchandises, qui ne sont pas vendus dans des marchés. Comme c'est le cas de l'autoconsommation. C'est le cas, par exemple, si aujourd'hui je fais un dessin et que je donne à Rosen, en fait c'est un cadeau. Si j'en fais 10, 20 et j'en donne à tout le monde ici, c'est des cadeaux, c'est quelque chose qui n'est pas une marchandise, qui n'est pas vendu dans un marché, et pourtant c'est quelque chose qui est produit. C'est le cas, par exemple, de l'autoconsommation paysanne. Ce ne sont pas des marchandises, même si ce sont des choses qui sont utilisées, consommées, etc. tous les jours. Donc pas tous les produits ne sont des marchandises. Pour que quelque chose soit une marchandise, il faut que cette chose soit produite en vue d'être vendue sur un marché. Ça, c'est la définition de la marchandise.
Et là, on va décortiquer cette définition de cet objet, de cette chose, et ce n'est pas que des objets physiques par ailleurs, on va développer ça un peu plus loin, cette chose produite en vue d'être vendue dans un marché a un double aspect. Et ça, c'est une distinction classique chez Marx, très importante. Le fait d'être produite pour être consommée et le fait d'être produite pour être vendue. C'est-à-dire que toute marchandise a une double réalité, a un double visage, une double face, un double côté, un double aspect, voilà. Vous avez compris, une valeur d'usage et une valeur d'échange. Donc le fait qu'elle est produite pour être consommée et le fait d'être produite pour être vendue. Et c'est des réalités qui sont parfois, y compris contradictoires au sein d'une même marchandise, on va voir. Donc toutes les sociétés produisent des choses utiles, comme des nourritures, comme de la nourriture, des vêtements, des logements, etc. Donc la production crée des valeurs d'usage, des choses qui sont utiles pour être consommées. Il y a l'idée que ces marchandises vont satisfaire un besoin, et l'utilité de ces marchandises tient aux propriétés même de l'objet. Les tables, c'est fait pour mettre des choses dessus, les chaises, c'est fait pour s'asseoir dessus, les livres pour être lus, les portables pour aller sur TikTok, je ne sais pas, des choses comme ça. Mais bien sûr, ces besoins que satisfont les marchandises, et j'ai beaucoup insisté là-dessus hier aussi, sont des besoins sociaux. J'ai donné l'exemple de l'électricité, hier aussi, je crois. Il y a 150 ans, l'électricité était une curiosité intellectuelle, il n'y avait que quelques scientifiques qui se penchaient dessus, et aujourd'hui, pourtant, l'électricité est au fondement de nos sociétés. On dit que si l'électricité disparaît des sociétés, on mettrait 3 jours pour retourner à un stade, entre guillemets, de barbarie. De la même façon, Internet n'existait pas il y a une quarantaine d'années, et comme l'a souligné aussi Abel, Internet aujourd'hui est aussi au fondement de nos sociétés. Quelque chose qui a été un produit, aujourd'hui est devenu une condition du fonctionnement des sociétés. Donc ça, c'est la valeur d'usage. Mais il y a aussi une valeur d'échange, et c'est le fait que ces différentes choses peuvent être achetées et vendues dans un marché, contre de l'argent, mais aussi contre d'autres marchandises. Et là, c'est l'aspect le plus intéressant des marchandises, c'est que le fait qu'elles puissent être achetées et vendues n'a rien à voir avec le contenu même de la marchandise, n'a rien à voir avec les propriétés physiques de la marchandise. Si, par exemple, Foxconn en Chine fabrique et vend des iPhones, en fait, pour eux, ils pourraient tout aussi bien fabriquer des voitures, du papier toilette ou des tables ou des chaises, etc. Donc pour les capitalistes, le fait qu'une marchandise soit utile n'a aucun intérêt. Il faut que ce soit une marchandise qui puisse être achetée et vendue contre de l'argent ou contre d'autres marchandises. Et le fait même qu'une marchandise puisse être vendue enfin plutôt, le fait qu'une marchandise n'a plus aucun rapport avec son utilité est précisément la chose qui fait qu'elle puisse être échangée contre d'autres marchandises. Voilà pour la valeur d'usage et la valeur d'échange, qui est une distinction très importante chez Marx. Jusqu'ici, tout va bien ou vous êtes déjà... Non, ça va. S'il y a des questions, on peut vraiment s'arrêter, revenir là-dessus pendant très longtemps. Je veux bien que tu reviennes sur une des dernières choses que tu as dit. C'est le fait même qu'il y ait une valeur d'usage qui permet d'être échangée. C'est le fait qu'il ait une valeur d'échange qui permet d'échanger. Okay. Le fait qu'il y ait une valeur d'usage, justement, fait que les marchandises soient différentes les unes des autres. Par exemple, le papier toilette a une valeur d'usage. Bon, voilà, vous connaissez. Ça satisfait un besoin, et justement cette marchandise, et chaque marchandise est le produit d'un travail concret particulier qui lui donne cette forme en particulier. Mais Marx, ce qui l'intéresse, c'est pas tant comment les objets sont fabriqués en particulier, les uns différents des autres, mais ce qui l'intéresse tout particulièrement, c'est le fait que ces différents objets qui sont si différents les uns des autres, les tables, les chaises, le pain, les voitures, les diamants même, etc., le fait que ces objets puissent être échangés les uns avec les autres. Et c'est ça vraiment le mystère de l'économie politique de l'époque de Marx, c'est que comment est-ce que la société peut échanger des objets les uns avec les autres, alors que ce sont des objets si différents les uns avec les autres. Est-ce que dans cette valeur d'échange qui peuvent être échangés, peu importe qu'ils soient différents, c'est d'un point de vue monétaire du coup? Pas forcément, mais oui, en fait, il y a des sociétés marchandes où on peut échanger, par exemple, des tables contre des chaises, parce que 10 tables vont valoir 20 chaises. Il y a une équivalence entre ces deux grandeurs, mais la monnaie vient comme une sorte d'équivalent universel se mettre entre ces deux marchandises et vont permettre un échange beaucoup plus facile. Mais du coup, c'est pas une valeur d'usage qui fait qu'on peut échanger. Enfin, genre,
On n'a pas d'intérêt à échanger du PQ contre un diamant, par exemple. Tu pourrais éventuellement, dans la mesure où tous les deux, c'est là où je vais en venir, tous les deux sont le produit d'une troisième chose qui va permettre de les échanger les unes avec les autres, c'est le produit du travail. Et Marx va dire que le travail est la substance de la valeur des choses, et la substance de la valeur des marchandises. Et si on peut échanger donc des tables contre des chaises, des voitures contre du PQ, des iPhones contre du pain, en fait, si on peut faire tous ces échanges différents, c'est parce que tous ces objets sont le produit d'un travail, sont le produit du travail humain. Et il va dire du travail abstrait, mais ça c'est une autre histoire, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et c'est vraiment le travail qui l'intéresse, on a beaucoup insisté là-dessus hier, c'est vraiment le travail qui permet que les différentes marchandises puissent être comparées les unes avec les autres. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée que le travail est central. Et donc si c'est le travail qui donne valeur aux différentes marchandises, si c'est le travail qui permet que différentes marchandises puissent être échangées les unes avec les autres, si 10 chaises valent 20 tables, ou j'avais donné 20 tables valent 30 chaises, donc je ne sais pas, c'est parce que c'est le travail qui permet de les comparer, c'est le travail qui donne de la valeur à ces différentes marchandises. Et qu'est-ce qui donne plus ou moins de valeur aux marchandises? En fait, c'est s'il y a plus ou moins de travail dedans. Et comment est-ce qu'on mesure ça? En fait, par le temps de travail. C'est le temps de travail nécessaire à la production d'une marchandise qui va donner plus de valeur à cette marchandise. Oui. Là, juste, j'ai du mal à saisir. Oui, pas de souci. Ce serait le temps de travail. Alors que, par exemple, quand on prenait l'exemple du diamant et du PQ, il y a aussi une notion où c'est pas forcément le travail, mais c'est de la rareté de l'objet. Oui. Absolument, absolument. Il y a d'autres facteurs qui vont entrer en jeu, et Marx lui-même, il a essayé un tout petit peu de donner d'autres éléments après. Il y a une différence entre la valeur et le prix. Pour lui, la valeur, c'est vraiment un outil heuristique pour permettre de comprendre comment est-ce que on produit des marchandises dans la société, et la question des prix va venir beaucoup plus tard dans le Capital, d'ailleurs, dans le livre 3, si je ne me trompe pas, etc. Mais oui, effectivement, il y a certaines marchandises en particulier qui auront des prix qui vont dépasser très largement leur valeur, qui auront des prix qui vont être très différents, liés à leur rareté, des choses comme ça. De la même manière, on va parler de la force de travail tout à l'heure, qui est une marchandise, et le propre du capitalisme, c'est que la force de travail est une marchandise, je dirais même la marchandise la plus importante, et la force de travail, en fait, la valeur de la force de travail, ça va être le salaire, mais là encore, il y a des différences de salaire très importantes entre les gens. Moi, j'ai marqué du coup que le travail, c'est la substance de la valeur des choses, comme tu as dit. Et j'ai mis en rouge pour pouvoir le dire, mais du coup, il y a beaucoup de grosses marges. Et du coup, le travail, en fait, ça donne une valeur de base. Et après, ça monte. Parce que, par exemple, un iPhone, Oui. ça vaut pas 700, 800 euros en réalité. Ça en vaut peut-être 300 à la production. Mais du coup, c'est eux qui se font des grosses marges. Et c'est à cause du capitalisme, entre autres, que ça coûte cher. Mais en soi, la valeur de c'est pareil, les diamants. Absolument. Les diamants, c'est rare, mais les téléphones, du coup, non. Et il y a quand même énormément de choses qui sont trop valorisées. Oui, absolument. Le propre des marchandises, par exemple, qui sont produites dans des pays à bas coût, des pays où la main-d'œuvre est très peu chère, c'est précisément parce que les capitalistes ont cherché à les produire dans ces pays à bas coût. C'est la même chose avec les voitures qui sont pour une grande partie maintenant en Europe, fabriquées en Europe de l'Est. On le fait parce qu'il y a une différence entre la valeur de la force de travail en France et la valeur de la force de travail en Europe de l'Est, en Slovaquie, qui est le pays qui produit le plus de voitures par habitant en Europe. Je crois même peut-être dans le monde. Et de la même façon, pour les iPhones, le coût de la production de l'iPhone est bien moindre que qui est le prix de l'iPhone en Europe, etc. Mais il y a vraiment cette idée de la recherche d'une valeur de la force de travail qui soit moindre. Et on va détailler la question de la valeur de la force de travail spécifiquement, qui est au cœur en fait des dynamiques du capitalisme. Du coup, c'est peut-être là-dessus que tu vas revenir, mais quand tu parles de valeur de la force de travail et que tu dis qu'elle est différente à différents endroits de l'Europe, est-ce que c'est différent du coup du prix, entre guillemets, parce que du coup, si c'est la même chose que... Du prix ou du salaire? Parce que le prix de la force de travail, c'est le salaire, mais oui, c'est de ça dont tu... On est d'accord que le salaire il est différent, mais du coup, est-ce que quand tu dis la valeur, est-ce que tu penses à d'autres choses en plus? Et du coup, je me demande ce que ça veut dire dans ce cadre-là. J'insiste beaucoup sur qu'il y a une différence entre la valeur et le prix, et Marx insiste là-dessus, mais beaucoup plus tard. Mais moi je ne sais pas si c'est... Moi-même, je ne suis pas très clair les idées là-dessus. Moi, à mon avis, le plus important qu'il faut retenir là-dessus, c'est l'idée que le travail
est au fondement de la valeur des marchandises et que la force de travail en particulier, dans la société capitaliste, a aussi une valeur et qui est en réalité ce qui est nécessaire, ou plutôt la valeur des marchandises nécessaires à la production et la reproduction de la force de travail. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou pas. J'ai l'impression, je suis pas sûre, j'ai l'impression, si je peux Oui, reformuler. vas-y. Est-ce que quand tu dis que par exemple la valeur, tu disais en Slovaquie, c'est ça, par exemple la valeur du travail est moins chère, est-ce que tu voulais dire que le prix de la main-d'œuvre est moins cher? Oui, Ou alors oui, est-ce oui, oui. que tu considères que du coup la valeur de tout travail est, enfin pas forcément égale, mais en tout cas n'est pas déterminée par son prix? Non, c'est ce que je veux dire, c'est que le salaire, enfin quand je dis que la valeur de la force de travail en Slovaquie, par exemple, est moindre qu'en France, ça veut dire que le salaire des travailleurs slovaques est beaucoup moindre en France, parce que là, j'ai beaucoup insisté sur l'aspect socio des besoins, et les besoins qui sont considérés comme nécessaires pour un travailleur slovaque vont être différents que ceux qui sont considérés comme nécessaires pour un travailleur, une travailleuse française. Et il faut penser ça non seulement en termes géographiques, mais aussi en termes historiques. C'est-à-dire la valeur de la force de travail aujourd'hui en France est plus élevée pour tout un tas de raisons. Par exemple, quand il y a une grève et qu'il y a une augmentation de salaire, ça fait augmenter la valeur de la force de travail, parce que le salaire est plus important. Donc la valeur de la force de travail en France aujourd'hui est plus importante que la valeur de la force de travail en France il y a 10, 20, 30, 50 ans. Des choses comme ça. Ça peut être rapproché un peu de, c'est un peu un truc fumeux, mais la pyramide des besoins, avec les besoins vitaux, après il y a les besoins, je sais pas quoi. Du coup, le niveau de vie qu'on a dans un pays ou dans une région donnée, fait qu'on accède à un certain niveau de besoins, et du coup c'est ça qui change la valeur du travail, parce qu'il y a certains besoins, j'imagine, qui sont plus chers que d'autres. Genre, on accède aux besoins d'Internet, c'est que ça coûte beaucoup plus cher qu'accéder aux besoins de manger des pâtes. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, à peu près. Oui, tout à fait. Non, mais il y a vraiment l'idée, chez Marx, Marx est très antinaturaliste. Il dit qu'il n'y a pas de essence humaine, il n'y a pas de nature humaine, etc. Et principalement, les besoins qui sont souvent considérés comme des besoins physiologiques et donc universels, etc. Marx lui-même, il dit, en fait, pas vraiment. Il y a tout un tas de besoins qui sont satisfaits de manière différente. Il y a tout un tas de besoins qui sont considérés comme sociaux, etc. J'ai parlé de l'éducation hier. Les besoins changent selon les époques. Et donc, ce qui est considéré comme nécessaire change aussi selon les époques. Et ça va contre une idée qui est répandue par beaucoup de gens qui se revendiquent du marxisme, et pour moi, ils sont très loin du marxisme, où le salaire équivaut forcément au salaire de subsistance. Et tout ce qui est au-delà, c'est pas important en quelque sorte. Il faut juste pouvoir manger, se nourrir et se vêtir, et tout ce qui va au-delà, c'est pas des vrais besoins, entre guillemets. Et c'est d'ailleurs une critique qui est adressée aussi aux travailleurs des services, parce que ces services-là ne seraient pas, entre guillemets, nécessaires. Par exemple, une travailleuse de Sephora ne serait pas considérée comme une travailleuse productive, parce qu'elle ne produit pas quelque chose qui est considéré comme, entre guillemets, nécessaire. Mais ce n'est pas du tout ce que dit Marx, par ailleurs. Oui. Du coup, là, valeur de travail et salaire, c'est vraiment la même chose. Ici, on peut considérer que c'est la même chose, même si ce n'est pas la même chose. En fait, par exemple, une qualification qui est rare. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'informatique, qui sont data scientists, des choses comme ça, ou informaticiens, etc. C'est des métiers qui sont très recherchés. Et si vous parlez avec ces gens-là, en fait, ils vont avoir des salaires qui sont relativement élevés, qui peuvent gagner relativement bien leur vie, parce que c'est des qualifications rares. De la même manière que les pilotes, par exemple les pilotes d'avion, c'est des gens qui sont entraînés pendant des années, et qui ont une qualification qui est relativement rare. Et ce qui fait que leur salaire est relativement élevé et qui dépasse en quelque sorte juste la simple valeur de leur force de travail. Donc en fait, il y a tout un tas de facteurs qui vont entrer en jeu après. Mais ce qui intéresse Marx, là, dans la question de la marchandise, c'est vraiment juste la force de travail comme marchandise. Et qu'est-ce qui détermine la valeur de la force de travail? C'est justement la reproduction de la force de travail. Voilà. Il y a une question au fond aussi. Après, je ne sais pas s'il faudra peut-être... C'est bien qu'on discute de tout ça, mais de toute façon, on va parler de la question de l'exploitation un peu plus longuement dans un instant. Tu me dis que la force de travail, c'est ce qui donne la valeur de la marchandise. Mais est-ce que, genre, là maintenant, il y a le remplacement des salariés par les machines et tout ça, donc ça entraînera directement la baisse du coût du travail, de la force de travail. Et donc, est-ce que ça entraînera la baisse de la valeur du produit? Il y a une réponse à ça. Déjà, il y a une présentation d'un bouquin juste après par l'auteur, et l'auteur parle exactement de cette question-là.
Donc vous êtes toutes et tous invités à venir. Mais Marx, c'est très bien qu'on parle de tout ça. On va parler de tout ça tout à l'heure, mais je réponds très vite. Marx, il dit que, par exemple, les machines ne produisent pas en elles-mêmes de la valeur. Qu'est-ce que font les machines? En fait, elles font la même chose que les matières premières dans la fabrication d'un objet. Elles transmettent de la valeur. C'est qu'elles ont déjà de la valeur en tant que marchandises elles-mêmes. Et quand en fait on les utilise pour fabriquer un iPhone, pour fabriquer un vêtement, pour fabriquer du pain, etc., ces machines transmettent de la valeur au lieu d'en créer. Voilà comment Marx comprend la question des machines. Je propose qu'on avance un tout petit peu. Après, on aura de toute façon jusqu'à 16h pour poser plein de questions. Et même la présentation d'après porte en partie là-dessus. Donc jusqu'à présent, ce que j'ai dit, c'est que le travail est au fondement de la valeur des marchandises, et c'est ce qui permet que les marchandises puissent être échangées les unes avec les autres. Mais jusqu'à présent, Marx ne dit rien de nouveau par rapport aux économistes de son époque. La vraie question que se pose Marx, c'est d'où vient le profit des capitalistes, et qui est quelque chose d'un tout petit peu différent. Parce que jusqu'à présent, on reste un peu dans l'équivalence. Voilà, on échange des chaises contre des tables, du pain contre des voitures, etc. Mais du coup, si on échange des choses qui sont toujours équivalentes, en fait, d'où vient le profit? D'où vient le fait qu'il y a de la richesse qui est accumulée? Et la réponse à cette question, c'est l'exploitation, et notamment le fait que la force de travail est une marchandise particulière qui produit plus de valeur qu'elle n'en a en elle-même, qu'elle n'en consomme en réalité. C'est-à-dire que le travail humain peut produire, ou plutôt c'est la seule marchandise qui produit de la valeur et qui donne plus de valeur à la fin du processus de production. Du coup, j'ai dit tout ça. Voilà. La force de travail, bon, je vous donne une définition très simple, c'est l'ensemble des facultés physiques et intellectuelles dont dispose une travailleuse ou un travailleur, et c'est ce qui est mis en œuvre pour produire une marchandise. J'insiste beaucoup sur les facultés intellectuelles également, parce que on vit aujourd'hui dans une société certes industrielle par bien des aspects, notamment dans les pays du Sud où sont fabriquées maintenant une grande partie des marchandises qu'on consomme, mais dans les pays du Nord, il y a aussi du travail, notamment du travail de service, et là, ce qu'on utilise la plupart du temps, c'est des capacités cognitives, des capacités relationnelles, notamment dans le travail de service à la personne, des choses comme ça. Et ça fait partie aussi de ces facultés physiques et intellectuelles mobilisées par les travailleuses et les travailleurs dans la production d'un service, etc. Ça, bon, je ne sais pas si c'est important tout ça. Comme on a déjà beaucoup discuté dans les questions, je saute un tout petit peu de ce que j'ai dans la présentation, parce qu'on en a déjà un tout petit peu parlé. Je reviens sur la question de la force de travail et pourquoi cette marchandise est importante. Parce qu'il y a une différence entre la valeur de la force de travail et la valeur que peut produire la force de travail. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple pour que ce soit beaucoup plus clair. Je vous ai déjà dit que la force de travail est la seule marchandise qui est capable de produire plus de valeur qu'elle ne contient. Et c'est cette valeur supplémentaire que Marx va appeler la plus-value, ou survaleur d'ailleurs. Ça dépend des traductions. Dans les nouvelles traductions, notamment à partir des années 2010, on parle plutôt de survaleur. Il y a les traducteurs qui se sont dit « Ah, Marx voulait dire plutôt survaleur et pas plus-value, etc. » Si vous parlez avec Marina, elle va vous dire qu'il faut dire survaleur et non pas plus-value. Mais la plupart des gens ont retenu dans l'histoire le terme de plus-value. Donc si vous voulez utiliser plus-value, ce n'est pas très grave. Autrement dit, cette plus-value est la différence entre la valeur créée par la force de travail et la valeur nécessaire à la reproduction de la force de travail. Je donne un exemple pour que ce soit beaucoup plus clair. Imaginez une ou un salarié qui travaille 7 heures par jour. Cette personne a besoin de 5 heures par jour pour produire l'équivalent de la valeur de sa force de travail. C'est-à-dire que dans une journée de travail, elle travaille, cette personne, 5 heures pour elle-même. Et 2 heures, elle travaille en réalité gratuitement pour le capitaliste. C'est de là d'où vient le profit capitaliste. Dans ce surtemps, dans ce temps de surtravail, dit Marx, dans ce temps de surtravail qu'en réalité est approprié par le capitaliste. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on travaille, on ne travaille pas que pour nous,
on travaille surtout, enfin, en partie pour nous, mais aussi surtout pour les capitalistes. En gros, on travaille, dans cet exemple-là, 2 heures gratuitement pour le patron. Et ceci a une implication politique très importante. Il y a une appropriation d'une partie de la valeur produite par les salariés sans échange. Marx insiste beaucoup là-dessus, sur l'idée qu'il y a une sorte de vol d'une partie du travail des salariés. D'ailleurs, dans les discours syndicaux, on insiste beaucoup là-dessus, que une partie des profits créés par les salariés sont accaparés, accumulés et volés par les capitalistes. Et d'ailleurs, le fait qu'une partie de la journée, on travaille, non pas pour nous, mais pour le patron, fait aussi que la journée de travail, que le temps de travail est devenu une question centrale dans les luttes du mouvement ouvrier. Notamment le fait de revendiquer de travailler moins pour le même salaire fait en réalité que cette plus-value va être moindre pour le patron et que la valeur de la force de travail va être plus élevée. C'est le temps de travail qui est une survaleur. C'est ça? Pardon? C'est le temps de travail qui est une survaleur. Je veux dire, dans la journée de travail, par exemple, dans les 7 heures qu'on travaille par jour pour un patron, une partie de cette journée est du travail gratuit pour le patron, alors qu'une partie de cette journée-là, c'est du travail pour nous. C'est-à-dire que, je ne sais pas si cette idée est claire, mais du coup, si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me dire. Non, mais je voulais peut-être essayer de... Tu peux réfléchir, si tu veux, tu peux... Bah, après, moi, c'est encore plus flou pour moi quand je viens d'apprendre. Mais en gros, moi, ce que j'ai compris, c'est que en fait, le travail, il produit plus de valeur que ce qu'au final, en fait, genre, ça va... comment dire, que le prix, en fait, à la fin du produit va avoir. Et qu'en fait, du coup, dans ce que tu produis comme valeur, tout ne te revient pas à toi dans ton salaire à la fin, mais il y a une partie, en fait, qui est prise par ton patron, le capitaliste, et ça, en fait, qui dit qui est volé, etc. Et que cette partie-là, en fait, qu'il n'a pas à te payer dans ton salaire ou qu'il n'a pas à acheter, etc., cette partie-là, ça, c'est le profit, c'est en tout cas, c'est la survaleur, etc. Oui, c'est exactement ça. Voilà. J'ai compris. Et en fait, on peut penser, enfin, Roselyne l'a très bien expliqué, mais aussi on peut le formuler en termes de temps de travail. C'est-à-dire qu'une partie de la journée, on travaille pour nous, en train de, disons, produire notre salaire, mais une autre partie de la journée, on travaille cette fois-ci exclusivement pour notre patron. Sauf que bien sûr, on ne le voit pas dans la journée de travail, parce que le propre du capitalisme, à différence d'autres modes de production comme le féodalisme, etc., le temps où on travaille pour nous et le temps où on travaille pour notre patron est le même. C'est-à-dire à la fin de la journée, on a l'impression qu'on a gagné notre salaire, mais une partie de cette journée a été consacrée exclusivement à produire des profits pour le patron. C'est ça un peu l'idée que j'essaie de vous. En fait, il paye en deçà de ce qu'on mériterait si on était Exactement. payé Il vous paye en deçà de la valeur que vous avez produite dans cette journée-là. Voilà. C'est-à-dire dans votre journée de travail, vous avez produit plus de valeur que ce qui correspond à votre salaire. Voilà. Voilà. Je vais sauter des trucs parce que c'est pas très important. Il y a trois conclusions importantes à cette analyse. Premièrement, ça c'est très important, il n'existe pas quelque chose comme un salaire juste. Ça c'est vraiment très important. C'est-à-dire que même si vous avez un salaire confortable, même qui vous permet de vous nourrir, d'avoir des loisirs, etc., cela ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas exploité. Parce que toujours une partie de la valeur que vous avez produite vous sera extorquée, vous sera retirée par votre patron. C'est-à-dire que je me souviens d'un camarade de la RATP l'année dernière qui m'avait dit « Moi, j'ai pas besoin de Marx pour savoir que je suis exploité. » En fait, si. Parce que même si vous avez un bon salaire, même si vous avez des bonnes conditions de travail, vous êtes exploité. J'ai pris le cas des pilotes d'avion qui ont des salaires qui sont très élevés. On peut prendre aussi le cas des raffineurs qui ont des salaires relativement élevés, par exemple, par rapport à l'emploi dans le secteur de la métallurgie, dans le secteur industriel, etc. Même si c'est des gens qui ont des salaires relativement élevés, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas exploités, parce que toujours une partie de la valeur qu'ils ont produit, qu'ils ont contribué à produire, leur est extorquée à la fin de la journée, en quelque sorte. Oui. J'avoue que c'est un truc qui me... Enfin, je comprends pas très... Enfin... je reprends du coup, il y a pas quelque chose comme un salaire juste, on sera toujours exploité. Et là, tu dis, les gens qui gagnent beaucoup, ils sont quand même exploités. Déjà, première question que je me pose, c'est est-ce qu'ils sont légitimes, pareil que les gens qui gagnent beaucoup moins. Par exemple, une personne qui touche le SMIC, enfin,
si je dis des dingueries, arrêtez-moi, mais enfin, une personne qui touche 4000. Moi, je travaille dans une ville, le salaire moyen, il est de 4000 euros par mois. Ah oui. Je ne Tu gagne travailles à pas la 4000 euros Silicon par Valley. mois. De quoi? Tu travailles à la Silicon Valley. Et c'est ça. Et genre, je me demande si elles sont aussi légitimes que les personnes qui gagnent le SMIC, déjà. Et deuxième chose, c'est le fait d'être exploité. Pour moi, par exemple, l'heure à laquelle on finit ou la charge de travail qu'on demande, pour moi, ça joue aussi dans l'exploitation. Il n'y a pas que le salaire et la valeur du travail qu'on apporte. Absolument, oui. Oui. Non, sur le deuxième point, c'est ce que je vais détailler tout à l'heure, parce que le capitaliste, lui, il a aussi divers moyens pour accroître la survaleur. Je vais détailler tout ça. Par exemple, il peut prolonger la journée de travail ou intensifier le travail, donc rendre le travail plus pénible, etc. Donc il y a d'autres facteurs qui rentrent aussi dans la question de l'exploitation, ou même introduire de nouvelles machines pour rendre le travail aussi encore plus pénible, etc. Sur la première question, les différences de salaire au sein des travailleuses et des travailleurs ont toujours existé. Et l'idée derrière le marxisme, ou du moins la manière dont le formule Marx, c'est que c'est une théorie qui permet de créer une unité là où le capitalisme a tendance à créer des différences et des divisions. C'est comme nous, on est pour que des femmes de ménage qui gagnent le SMIC, pas plus, et un travailleur d'une raffinerie qui peut gagner jusqu'à 3 000, 4 000 euros par mois, etc., puissent se penser ensemble comme une classe. C'est ça, en fait, notre manière de concevoir le monde et la société. Notre travail politique consiste en réalité à créer cette unité symbolique, là où le capitalisme a tendance plutôt à créer des divergences, etc. Parce que tous les deux sont, je dirais pas victimes de l'exploitation, mais tous les deux sont exploités de la même façon, en réalité, en dernière instance. Peut-être les conditions de travail des uns et des autres ne sont pas les mêmes, n'ont pas tous les deux la même expérience de l'exploitation, mais du point de vue de la théorie de la valeur de Marx, tous les deux sont exploités. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Bah, du coup, genre, tu dis les femmes de ménage qui gagnent le SMIC et les raffineurs qui gagnent, ceux qui travaillent en raffinerie qui gagnent genre 3-4K. Bah, je me dis que en vrai de vrai, c'est la même équipe parce que il aura beau gagner 3-4 000 euros, celui qui travaille en raffinerie, il y a la pénibilité de travail derrière, du coup. Oui, en plus, j'ai pris l'exemple de la raffinerie parce que c'est pas. Mais c'est un bon exemple en vrai. Ouais. Oui, mais il y a l'idée vraiment derrière que tous les deux produisent plus de valeur qu'ils n'en touchent à la fin de la journée. Il y a vraiment cette idée-là. C'est comme peut-être les conditions de travail sont radicalement différentes, mais à la fin de la journée, il y a cet élément en commun qui les rapproche, qui ont fait d'eux une même classe en quelque sorte. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la classe en soi? Non, ça c'est non, enfin si, mais bon, oula, bon. Okay, Moi je suis de l'avis que c'est une très mauvaise distinction. Marina n'est pas là donc elle peut pas me frapper. Mais il y a parce que en fait, on a fait tout un truc sur la question de la classe en soi et la classe pour soi. Marx en parle dans une page dans un manuscrit secondaire dans tout ce qu'il a écrit. Il dit c'est dans La misère de la philosophie, il dit par ailleurs les ouvriers, classe en soi, quand ils se mobilisent, ils deviennent classe pour soi. Tout le monde va dire ouais, mais c'est exactement ça, etc. Et des gens ont écrit là-dessus pendant des années. Moi, c'est pas une conception qui me rend super heureux, qui me convainc énormément, mais ça a été très mobilisé. Mais c'est lié en partie à cette question-là. Mais après, s'il y a des gens qui veulent défendre cette conception, vous êtes absolument les bienvenus, autorisés, légitimes, etc. Oui. Je voulais juste appuyer pour te dire c'est le travail, quand on prend la définition ethnologique du travail, c'est toi qui donne c'est synonyme d'exploitation. Oui. Qu'il soit lié payé dans l'entreprise ou pas. Parce que sur le plan comptable, quand on prend les charges d'exploitation de l'entreprise, il y a les salaires du personnel, il y a le personnel donc qu'il soit mieux payé qui X ou Y. Vous êtes tous exploités parce que même si tu as un poste stratégique, tu es obligé de travailler pour que l'entreprise survive économiquement. Donc le temps de travail qui te donne là, on t'exploite pour voilà. Oui, tout à fait. Non, absolument. J'ai sauté cette partie-là, mais hier j'ai insisté un tout petit peu là-dessus sur le fait que le prolétariat apparaît comme classe suite au développement de la bourgeoisie.
Et ce qui est le propre en fait de cette force de travail, enfin du prolétariat, c'est qu'il n'a que sa force de travail. Et c'est en cela que le prolétariat est une classe, enfin, comment dire. J'ai insisté beaucoup là-dessus hier, Marx le formule de façon un peu ironique, il dit le travailleur est libre. Mais en fait, il est libre dans le sens il est libre de vendre sa force de travail à un patron et donc il est libre de se faire exploiter parce qu'il a été libéré de sa propre capacité à s'entretenir comme individu. Donc il est obligé de vendre sa force de travail à un patron. Il n'a aucune autonomie. Il est dépendant du patron pour survivre. Et c'est ce qui fait le propre du prolétariat. C'est ce qui fait le propre du prolétariat. Et juste une chose, j'essaie de revoir où on en est, parce que j'ai insisté sur la première conclusion qui est celle de l'inexistence d'un salaire juste. Et j'insisterai sur les autres après. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas être son propre patron ou ne plus en avoir pour éviter l'exploitation, du coup? Et même sans tout ça, est-ce qu'il n'y aurait pas encore de l'exploitation et de la surcharge, de l'exploitation? Parce qu'en final, il y aura toujours des gens pour produire des choses, et du coup, il y aura toujours des gens qui vont travailler plus ou moins. Oui, oui, comment dire? Sur la question d'être son propre patron, bon, il y a une phrase horrible d'un sociologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bourdieu, il dit le petit bourgeois est un prolétaire qui se fait petit pour devenir bourgeois. Et il y a derrière la définition de la petite bourgeoisie propriétaire, donc qui est un petit commerçant, etc. L'idée souvent très présente d'auto-exploitation. Donc vraiment, pour pouvoir s'en sortir, parfois on gagne moins que ce qu'on pouvait gagner en tant qu'un salarié. Et il y a vraiment l'idée que pour pouvoir s'en sortir, on doit passer par énormément de privations. Donc ça ne nous libère pas forcément de l'exploitation, du moins directement, mais pas indirectement, quoi. Voilà. Après, je finis sur les 3 conclusions de cette analyse de Marx. Bon, la deuxième, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question des machines, qui, elles, ne produisent pas de la valeur, et il n'y a que la force de travail qui produit de la valeur, tandis que les machines transmettent de la valeur à la marchandise en dernière instance. Mais bon, ça, je saute là-dessus. Et la troisième conséquence, c'est que la lutte de classe, elle a un rôle aussi important dans la détermination de la valeur de la force de travail. J'ai insisté beaucoup sur le fait que la société fait naître et mourir aussi des besoins sociaux. Et la lutte de classe peut aussi faire varier vers le haut, ou vers le bas d'ailleurs, la valeur de la force de travail. J'ai dit que, par exemple, aussi des salariés obtiennent une augmentation des salaires, alors ils augmentent la valeur de leur force de travail. Et à l'inverse, notamment aujourd'hui, par exemple, lorsqu'il y a de la rigueur salariale, comme disent les patrons, c'est-à-dire lorsque les salaires stagnent ou baissent carrément, ceci fait baisser la valeur de la force de travail. Et de la même manière, dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère, en fait, là, la valeur de la force de travail est moins importante, etc. Voilà. Maintenant, je vais parler de 3 façons dont les patrons peuvent augmenter la plus-value ou la survaleur. Et c'est ce qu'on a évoqué un tout petit peu tout à l'heure. La première façon, c'est en faisant travailler les gens plus longtemps. C'est très simple. Si dans les 7 heures qu'on travaille, 5 heures on travaille pour nous et 2 on travaille pour le patron, le lendemain, le patron peut nous dire en fait, demain, je ne veux plus que tu travailles 7 heures, mais 10 heures. Donc on travaillera 5 heures pour nous, mais cette fois-ci 5 heures pour le patron. Et en fait, le taux d'exploitation, comme dit Marx, a augmenté. C'est une manière pour les patrons d'obtenir plus de plus-value à la fin de la journée. Et c'est pour ça d'ailleurs que le temps de travail a été au cœur de la lutte de classe tout au long du 19e siècle. Et d'ailleurs, ça a été plutôt favorable aux travailleurs et aux travailleuses, dans la mesure où le temps de travail annuel a été divisé par 2 entre le 19e siècle et aujourd'hui. Auparavant, on travaillait en moyenne 3000 heures par an, et aujourd'hui, on travaille plutôt autour de 1600 heures. Donc, on a gagné beaucoup de temps libre. Et il y a un théoricien marxiste qui s'appelle Denis Mascolo, je crois, Denis Mascolo. Il dit que le but du mouvement communiste, c'est de donner du temps, aux gens, et qu'il n'y a rien d'autre en fait comme objectif. Bon, il exagère un peu, mais il y a un peu cette idée où nous on se bat vraiment pour une vie débarrassée de l'exploitation, débarrassée totalement de l'exploitation. Oui. Quand tu dis il travaille 5 heures pour lui et 2 heures pour le patron, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que un mécanicien par exemple, moi, il va pas ramener sa voiture pour travailler dessus, du coup il travaille pas pour lui.
Tu travailles pour les gens, non? C'est ce qu'il disait tout à l'heure, qu'il y avait une partie, quand tu travaillais, qui te rapportait du salaire, ce que tu vas toucher à la fin, et que ça, en soi, c'est genre ce qu'il appelle le travail pour toi, c'est-à-dire ce qui va te rapporter à la fin de pourquoi est-ce que tu vas au travail, c'est pour pouvoir te nourrir, etc. Et que la partie où tu ne travailles pas pour toi, c'est en fait la partie... Tu travailles pour le patron. C'est ça. Ouais, on travaille plus Et que tu ne toucheras aucune que richesse ce de qu'on ça. est payé, en fait. Oui, oui. Ok. On touche moins que ce qu'on produit. Voilà, ouais. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, c'est ça. Il y a l'idée qu'on peut augmenter le temps de travail. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été rendu possible par le capitalisme lui-même, notamment l'avènement de l'électricité a permis l'éclairage dans les pièces, et c'est ce qui a permis en fait de faire tourner les entreprises 24 heures sur 24. C'est ce qui a permis l'émergence des régimes de travail comme les 3-8, je ne sais pas si vous connaissez ça, les 2-8, les 3-8, le fait qu'on alterne une semaine de travail le matin, une semaine du travail l'après-midi, une semaine de travail la nuit, ça se fait beaucoup dans l'industrie. Je ne sais pas si Camille est là, mais Camille, par exemple, a travaillé longtemps de nuit dans un McDo. Et c'est des régimes de travail où la journée de travail est déconnectée de la journée naturelle qui commence avec le lever du soleil et finit avec le coucher du soleil. Et c'est quelque chose qui a été permis par le capitalisme. Et le mouvement ouvrier a énormément lutté contre ça, contre cette augmentation de la journée de travail et qui ne correspondait pas à la journée naturelle de travail. Ça, je ne sais pas si c'est important. Un autre moyen d'augmenter la plus-value ou la survaleur, c'est intensifier le travail. On revient à cette idée-là que les conditions de travail ne sont pas les mêmes selon les entreprises. Parfois, même dans un même secteur, entre deux entreprises, les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la même chose de travailler chez un équipementier de l'automobile que dans un constructeur de l'automobile. Et pourtant, tous les deux participent à la chaîne de valeur de l'automobile. Qu'est-ce que ça veut dire, l'intensification du travail? Ça veut dire que à temps de travail égal, un salarié ou une salariée va travailler plus vite. C'est-à-dire que si vous travaillez 7 heures pour un patron, et pendant ces 7 heures, vous fabriquez 7 chaises, bah, le lendemain, le patron peut vous dire bah, demain, je veux que plus que tu fabriques 7 chaises, je veux que tu en fabriques 10. Et donc, c'est un moyen pour le patron d'augmenter la survaleur, donc de produire davantage en une même quantité de temps. Et c'est d'ailleurs cette question de l'intensification du travail, de rendre tous les moments du travail des moments productifs, qui fait en fait que les entreprises, beaucoup d'entreprises ressemblent à des prisons. Le fait qu'on est surveillé, on est chronométré dans le temps de travail, dans le temps qu'on va aux toilettes, le temps de pause, etc. Je donne l'exemple de l'industrie automobile où cette logique est poussée au comble, où les pauses durent 10 minutes, pas plus, et la chaîne démarre, que vous soyez là, que vous ne soyez pas là. Et si vous n'êtes pas là, ben, vous prenez une amende ou une pénalité, etc. Et c'est la même raison pour laquelle il est difficile de parler avec son voisin, la même raison pour laquelle il est difficile de prendre une pause clope, etc., de prendre tout simplement, de respirer entre deux gestes, etc. Cette logique de intensification du travail et ce qui est derrière le fait que beaucoup d'entreprises ressemblent à des prisons. Je ne sais pas si des gens ici veulent donner des exemples tirés de leur propre expérience dans les lieux de travail. Je vois des mains qui hésitent à se lever. Moi, j'avais un exemple, mais beaucoup plus dans les grandes entreprises, beaucoup moins dans les industries, parce que je connais moins ce milieu-là. Mais je pense par exemple à toutes les grandes, très très grandes boîtes, genre Google, ce genre de trucs, qui permettent par exemple, d'avoir des crèches, d'avoir des salles de sport, d'avoir plein de sortes de lieux de vie qui permettent finalement de continuer la vie privée, toujours à l'intérieur de l'entreprise en fait. Et moi, ça me fait penser à ça, où finalement on va dire non mais vous inquiétez pas, vous pouvez faire garder vos enfants chez nous, donc du coup vous allez pouvoir plus travailler chez nous. Et finalement ce mécanisme là qui permet de toujours plus exploiter, de toujours prendre plus de temps finalement au travail. Oui, je vois des mains qui se lèvent derrière aussi. Oui. Moi je pense à l'école tout simplement, qui était rationalisée comme entreprise et préparer les futurs travailleurs à ces avancées-là. Je pense à Foucault, évidemment. Mais même si l'école, c'est un peu différent parce que c'est du service public et il y a un gros débat parmi les marxistes, y compris récemment, pour savoir si les services publics produisent de la valeur. Je ne rentre pas dans ce débat un peu compliqué. L'école prépare le terrain. Comment? Mais où l'école peut préparer le terrain, oui. On parle d'ailleurs des lycées casernes. Comment? L'État prépare le terrain. L'État peut préparer le terrain, oui. J'ai vu une main derrière, tout au fond. Non? Ah non, il n'est plus là. Oui, vas-y. C'était pour les expériences professionnelles. J'ai travaillé à Honnête et à McDo. Ok.
bonbons. Oui. Rien que les noms, je pense que c'est assez explicite. La restauration, pour moi, la restauration, c'est les entreprises à ne pas aller si on ne veut pas avoir de surcharge de travail Oui, et oui. de salaire en moins. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Très bon exemple. Je ne sais pas il y a une main qui se lève, il faut le lever plus haut. Vas-y. Moi, dans l'apprentissage chez un fleuriste, déjà l'apprentissage, on fait le même boulot que nos collègues pour. Moi, j'étais payé 3 € et quelques de l'heure. Ce que tu disais sur l'intensification, ça m'a fait penser aux périodes de fêtes, qui ne sont pas forcément, je veux dire les fêtes de fin d'année, hein, mais lors de la Saint-Valentin ou de la fête des Mères, il y a énormément de travail, que genre de 7h jusqu'à 11h, il n'y a même pas le temps de genre boire un verre d'eau. Et vraiment, je développe pas, il n'y a pas le temps de boire un verre d'eau. Et après, bon, on va faire une grosse journée, mais après, après 13h, c'est plus calme. Mais en fait, sur ce moment-là, on n'est pas payé plus par la personne. Ah oui. Il n'y a pas, déjà, on n'a pas de jour férié, les dimanches ne sont pas payés plus. Il y a plein de trucs comme ça, et notamment dans la fleuristerie, les syndicats, ils sont nulle part. Il n'y en a pas. Généralement, c'est parce que c'est des petites entreprises, et déjà, pas comprendre aux collègues, genre, qui sont exploités, c'est déjà une chose à faire. Oui, tout à fait, tout à fait. En parlant des jours de rush, j'ai appris récemment que le jour de la fête de la musique est le jour où McDo fait le plus gros chiffre d'affaires. Je ne savais pas. Ouais, avoir travaillé, c'est le jour de l'an. Le jour de l'an. Ok. C'est le jour de l'an. Ok. Ah oui, voilà, donc pour finir sur cette question de... Oui, vas-y. Ouais, peut-être avant que tu reprennes. Est-ce que profit et survaleur, c'est synonyme? Oui. Ou est-ce que... Ok, c'est la même chose. Même si c'est une question compliquée parce que... Bon, disons que oui, même si il y a toujours un enjeu pour les capitalistes de réaliser le profit dans le sens où ils peuvent fabriquer des marchandises, mais il faut évidemment que ces marchandises soient vendues et donc que le profit se réalise au bout d'un moment. Et c'est pas toujours gagné, notamment dans le fait qu'ils avancent les salaires, ils avancent la matière première, et donc ils ont ce problème de réalisation de la valeur, comme dit Marx à un moment donné. Donc, on a évoqué ensemble d'ailleurs la question de l'intensification du travail, le temps de travail qui peut être étendu. D'ailleurs, ça se fait beaucoup aujourd'hui dans l'industrie automobile. Mais il y a un problème pour les capitalistes, c'est que les travailleurs, les travailleuses finissent par se fatiguer. Donc il y a des limites physiologiques même à l'exploitation. Et il y a aussi des conflits du travail qui peuvent empêcher par exemple l'intensification du travail ou peuvent empêcher le fait que la journée de travail soit étendue, ou plutôt font que les luttes sociales ont fait que le temps de travail a été réduit depuis le 19e siècle. Et c'est là où entre en jeu la question du changement technologique. Et qu'est-ce qu'il peut faire le patron dans ce cas-là? En fait, ils peuvent dépasser les limites physiologiques de leurs salariés et ils peuvent aussi dépasser les limites sociales des luttes des salariés grâce à l'augmentation de la productivité du travail, notamment grâce à l'introduction de nouvelles machines, de nouvelles technologies, et aussi à une nouvelle organisation du travail, à de nouvelles méthodes de management, des choses comme ça. Donc augmenter la productivité du travail permet donc de dépenser moins de travail par marchandise, et donc de mettre moins de temps à fabriquer chacune de ces marchandises, et donc d'augmenter le nombre de marchandises fabriquées. Ça, c'est le troisième, la troisième stratégie. Oui, tout à fait. Après, pour les capitalistes, il y a un gros problème. C'est que la question du changement technologique est une question de survie, parce que si l'un d'entre eux innove, si l'un d'entre eux introduit une nouvelle machine, en fait, il faut que tous les autres le fassent au risque de faire faillite, et c'est une des logiques de l'innovation d'après Marx. Et aujourd'hui, on parle beaucoup des dangers, du risque en quelque sorte, ou des mythes sur la fin du travail. Mais c'est un mythe en fait qui existait depuis très longtemps parmi les capitalistes et aussi dans la littérature en économie politique, du mythe de l'usine sans ouvriers. D'ailleurs, si vous connaissez Elon Musk, qui est le patron de Tesla, lui, il en parle aussi énormément. Il a voulu mettre en place une usine selon une méthode qui s'appelle Lights Out Manufacturing, c'est-à-dire une usine entièrement dans le noir,
où les seuls êtres seraient les machines, etc. Mais les capitalistes se heurtent toujours à ce problème, au problème qu'il n'y a que la force de travail qui peut produire de la valeur, tandis que les machines, comme je l'ai dit, ne font que transmettre de la valeur. Voilà. Et c'est dont on va parler dans la présentation juste après du bouquin. Je finis cette présentation sur la question du travail productif. C'est le moment un peu plus polémique. Je ne sais pas si ça vaut la peine que j'en parle. Seb, Oui. je sais que en plus, je crois que tu as dit que tu voulais pas trop dire sur les machines et tout. Oui. Mais moi, ça me fait tiquer ce truc-là de elles produisent pas de la valeur. Parce que, en fait, j'ai l'impression que si on réfléchit même en termes de marchandises, etc., et de le travail, c'est ce qui produit la valeur. Et donc, que oui, genre, enfin, je sais pas comment dire, mais qu'en gros, pour moi, c'est la personne qui crée la machine et après, enfin, du coup, qui crée la marchandise et la marchandise va ensuite être vendue, etc. Mais par exemple, typiquement à Chrono Drive, nous, on a des ordinateurs sur nos bras. Oui. Et en fait, ça nous, enfin, en fait, il nous dit, bah, justement, tu vois, tu disais le truc même d'être comme des robots et tout. En fait, il nous dit où aller pour être le plus productif possible. Et en fait, pour moi, du coup, le fait d'avoir ça, ça permet aussi de réduire même, enfin, d'augmenter ton efficacité et du coup aussi peut-être d'augmenter même la valeur que ton travail va produire et donc le profit de l'entreprise. Enfin, du coup, je ne comprends pas pourquoi ça. C'est quoi la question? Pourquoi les machines ne produisent pas de valeur? Mais est-ce que parce que c'est pas toi, au final, qui l'a créé quand même cette valeur? Il y a Camille qui veut dire. Bah, moi, je suis pas sûre de ce que je dis, mais moi j'ai l'impression parce que en fait, une machine, ça fonctionne pas tout seul. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a toujours, il faut toujours, enfin, comment dire, l'entretenir. Et du coup, j'ai l'impression que ça suppose une autre force de travail, un autre moment du processus. Et d'où, enfin, c'est comme ça que je comprends ce transfert de valeur. Marx, il donne un exemple qui est assez marrant. Il dit, imaginez en fait que les travailleurs et les patrons d'une usine décident d'aller aux États-Unis, au milieu de nulle part, et que en arrivant, avec les machines, l'équipement, les travailleurs, les matières premières et les patrons, et l'encadrement, etc., les ouvriers décident plutôt de se consacrer à la terre. Chacun va élever la terre, cultiver la terre, élever des animaux, etc. Et du coup, que se passe-t-il? En fait, le travail ne pourrait pas s'accomplir parce qu'il n'y aurait personne pour faire tourner les machines. Et pour lui, c'est un exemple contrefactuel, comme on dit, où on ne pourrait pas, où les machines ne pourraient pas d'elles seules produire des marchandises et auraient besoin toujours d'un travail humain derrière la production de ces marchandises. Je ne sais pas si ça explique ton truc. Après, j'insiste beaucoup là-dessus. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'économie marxiste. Je vous donne juste ce qu'à mon avis est le plus intéressant pour vous, pour nous, et un peu les éléments de débat aussi qu'il peut y avoir sur ces questions-là. Voilà, donc je suis vraiment pas, j'ai pas du tout le dernier mot là-dessus sur Marx, etc. Mais voilà. Oui, Abel. Simplement peut-être pour rebondir à la remarque qui a été faite précédemment là, sur la question de l'extraction de la valeur, enfin la production de la valeur par la machine. Ce que Marx répond aussi par ailleurs, c'est que c'est pas la machine qui produit la valeur, mais la machine agit comme un levier pour extraire d'autant plus de valeur du travailleur. En fait. C'est un outil indirect pour tirer davantage du travail humain, mais c'est toujours en dernière instance l'humain qui produit la machine. C'est-à-dire que vous teniez le marteau avec votre main ou par l'intermédiaire d'une machine outil complexe, c'est toujours l'humain qui tape au marteau. La machine ne tape pas, elle n'est pas douée d'une intentionnalité propre, etc. Et l'ajout de valeur, en fait, vient du fait que le capitaliste est capable de tirer davantage de surproduit social. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à mon avis, la traduction de plus-value en survaleur pose un problème majeur, en tout cas pour les Français, c'est qu'on parle aussi chez Marx de surprofit, pour indiquer cette part du profit capitaliste accaparé par le capitaliste grâce à un avantage d'image, de compétition, etc. Qui est un peu différent, c'est une question un peu différente du profit en tant que tel. Par exemple, quelqu'un parlait tout à l'heure de l'iPhone. L'iPhone est vendu d'autant plus cher qu'il jouit d'une image de marque, de prestige, etc., qui permet à l'entreprise de gonfler artificiellement son prix de revient. Donc il y a dans le profit d'Apple du profit dû à l'exploitation des millions de travailleurs qui font travailler indirectement, etc., et un surprofit dû à son image, à son avantage compétitif vis-à-vis des autres marques, etc., et en fait une valeur accaparée volée aux autres entités capitalistes, à leurs dépens, etc. Et c'est toujours, à mon avis, cette notion de levier est utile pour bien faire la différence. La machine ne travaille pas, la machine simplement permet d'exploiter, de mettre en œuvre du travail. Merci. Je ne sais pas si on finit sur la question du travail productif. Je ne sais pas si c'est super important, mais c'est un truc dont je voulais vous en parler. Parce qu'il y a eu un débat sur Twitter
sur notamment aux États-Unis, dans l'extrême gauche aux États-Unis, sur la question de qui est un, entre guillemets, vrai travailleur. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça fait écho aussi un peu au débat politique qu'on peut avoir en France sur qui fait partie du prolétariat, qui ne fait pas partie du prolétariat, qui est exploité, qui n'est pas exploité. Et le débat aux États-Unis portait notamment sur les baristas de Starbucks, qui en ce moment sont dans une vague de « t'es barista chez Starbucks ?» Pour moi, t'es une vraie travailleuse. Et qui portait, parce qu'en fait, il y a une vague de syndicalisation. Il y a une vague de syndicalisation aux États-Unis, notamment chez Starbucks. Et il y avait des gens qui, en réalité, je pense, c'est plutôt des staliniens, qui disaient que c'est pas des vrais travailleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils produisent rien. Ils ne produisent rien. Donc, comme ils ne produisent pas des marchandises sonnantes et trébuchantes. C'est trop con. C'est trop con, oui. Mais il y a un argument marxiste derrière, et Marx a été assez clair là-dessus. Comme ils ne produisent pas des marchandises sonnantes et trébuchantes, ben en fait, ce n'est pas des, entre guillemets, vrais travailleurs ou travailleuses. Et je vais revenir un tout petit peu là-dessus, parce que, comme je l'ai dit, ce débat évoque implicitement, mais bien souvent explicitement, la question de savoir qui est exploité et donc qui est un vrai prolétaire. Et comme je l'ai déjà dit, par exemple, la question du travail de service a été souvent mal évoquée par l'extrême gauche, en disant que comme c'est des travailleuses ou des travailleurs, et bien souvent des travailleuses, parce que c'est des secteurs très féminisés, qui ne fabriquent rien, plutôt dans les services à la personne, parfois aussi les travailleuses et les travailleurs de l'art, je vais évoquer brièvement la question du travail du sexe. En fait, c'est des catégories qui sont souvent exclues du prolétariat. Et donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un fait partie du prolétariat ? Et là, Marx et Engels sont très catégoriques, très explicites. Ils disent il ne faut pas se concentrer sur le contenu du travail. Il ne faut pas se concentrer sur la forme que prend le travail, mais sur le rapport social qui organise le travail. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que les prolétaires sont ceux qui vendent leur force de travail pour vivre, qui ne tirent aucun profit d'un capital économique. Et donc, ce qui compte ici, c'est le fait que la force de travail est une marchandise, comme je l'ai déjà dit, et que les prolétaires sont ceux qui vendent cette force de travail pour vivre à un capitaliste. Et le débat autour du travail productif, à mon avis, est intéressant parce que il ne faut pas s'intéresser à la forme que prend le travail, au type de marchandise qui est produite, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit immatérielle, ou même au type de service qui est accompli. Et en fait, j'essaie de rappeler que sous le capitalisme, du point de vue même des capitalistes, qu'on fabrique des voitures, qu'on fabrique des iPhones, qu'on fabrique du pain, des chaises, des tables, etc., c'est pas important. Ce qui compte pour le capitaliste, en fait, c'est l'expansion du capital à travers l'appropriation de la survaleur, de la plus-value produite par les salariés. Et c'est assez marrant parce que il y a des gens dans ce débat qui disaient que tout ceci avait l'air extrêmement absurde, mais en fait, c'est parce que la logique même du capitalisme est absurde. Le capitalisme lui-même a cette logique, a cette tendance plutôt à mettre au travail des populations de plus en plus larges, de plus en plus vastes. On a évoqué hier la question de l'accumulation par dépossession, qui a lieu dans des pays du tiers-monde, mais qui a lieu également dans des pays du Nord, notamment par exemple à travers la privatisation des services publics et des choses comme ça. Et je reviens en fait sur la question du travail productif, parce que qu'en est-il vraiment des services ? À l'époque de Marx, je l'ai déjà dit, il y avait peu de services, comme on les comprend aujourd'hui. Il y avait peu, par exemple, d'externalisation de fonctions dans les entreprises qui aujourd'hui sont devenues pour une partie des services, notamment les services informatiques qui fournissent des services, qui vendent des services à des grandes entreprises industrielles ou des choses comme ça. De la même façon, il y avait des services à la personne à l'époque de Marx, mais beaucoup de ces activités étaient accomplies dans le cadre de la domesticité, alors qu'aujourd'hui, c'est accompli de plus en plus dans le cadre du marché. Je vais donner des exemples. Et ce que disent les marxistes aujourd'hui, c'est que certes, les marchandises elles peuvent être sonnantes et trébuchantes, mais les marchandises peuvent être aussi immatérielles, elles ne sont pas forcément physiques. Et en quelque sorte, la qualité physique d'un objet n'en fait pas de cet objet une marchandise. Par exemple, un logiciel est une marchandise. C'est quelque chose qui est produit, acheté et vendu, et pourtant c'est quelque chose d'immatériel. Et dans cela, par exemple, les travailleurs de l'informatique qui produisent des logiciels ou qui fournissent des services informatiques sont à part entière
des travailleurs et des prolétaires. Mais en fait, on peut étendre cette logique à d'autres choses, à d'autres services qui ont l'air un tout petit peu moins évidents. Par exemple, une coupe de cheveux. Je ne sais pas si Marx en parle d'ailleurs, je ne sais pas s'il parle de ça, mais il donne tout un tas d'exemples qui sont vraiment très variés, très divers. Il donne l'exemple d'un prof dans une école privée, il donne l'exemple d'un chanteur qui travaille pour un théâtre, etc. Mais on peut prendre aussi l'exemple d'une coupe de cheveux, parce que là encore, une coiffeuse ou un coiffeur qui travaille pour un propriétaire d'un salon de coiffure produit une marchandise qui est ce service, qui est la coupe de cheveux. Ici, il n'y a pas de distinction entre la marchandise et la personne, parce que c'est une seule et même chose en quelque sorte, parce que c'est l'habileté de la coiffeuse ou du coiffeur qui produit cette marchandise qui est la coupe de cheveux. Mais il s'agit d'une marchandise, et donc il s'agit d'un travail productif de valeur, qui est un travail et donc d'un travailleur et donc d'un prolétaire. On peut aller encore plus loin et considérer par exemple le cas des chauffeurs Uber, des travailleurs et des travailleuses des plateformes. Aujourd'hui, on a beaucoup discuté de la question, aujourd'hui, je veux dire ces derniers temps, on discute beaucoup de la question de savoir si c'est des prolétaires comme les autres, parce que beaucoup d'entre eux et beaucoup d'entre elles travaillent sous le statut de auto-entrepreneur autrefois, micro-entreprise aujourd'hui, qui est la même chose. C'est des gens qui sont considérés comme des indépendants. Et donc, qui n'ont pas un contrat de travail avec les entreprises, comme Uber ou Deliveroo, mais un contrat de type commercial. Est-ce qu'il s'agit des travailleurs comme les autres ? En fait, la réponse est oui, parce que là encore, au-delà du service qui est fourni, et même au-delà du type de contrat de travail, en fait, la forme sociale qui organise le travail est toujours le salariat. Ils sont toujours rémunérés par le capital qui valorise son capital en les mettant au travail. Ils touchent un revenu du capital et donc ça fait d'eux aussi des prolétaires. Et je finirai sur deux derniers exemples. Qu'en est-il par exemple du travail domestique ? Le travail domestique produit des valeurs d'usage, fait des choses très utiles, mais ce n'est pas un travail salarié, ce n'est pas un travail productif du point de vue du capital, parce qu'il n'y a pas un capital qui met au travail directement les travailleuses domestiques. Cela ne veut pas dire que ce travail n'est pas nécessaire, il est très nécessaire, il est même incontournable, mais il n'est pas productif du point de vue du capital. Mais en même temps, comme je l'ai déjà dit, il y a des entreprises qui se développent, notamment les entreprises de service à la personne, et si autrefois, par exemple, le soin et le fait de prendre soin des personnes âgées ou des enfants était quelque chose qui était accompli majoritairement gratuitement par des femmes dans les foyers, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises, par exemple les aides à domicile, mais également des services de ménage comme Shiva, comme Wikasa, etc., qui se développent, et cela constitue, toujours du point de vue du capital, comme du travail productif qui produit de la survaleur, de la plus-value, etc. Je donne un dernier exemple un peu limite aussi, ou plutôt qui questionne les limites du travail productif du point de vue du capital, la prostitution. La prostitution de rue est une activité marchande, mais non capitalistique. Donc ce n'est pas du travail productif. Même si les travailleuses du sexe touchent de l'argent de la part des clients, il s'agit d'un revenu, mais il n'y a pas un capitaliste qui met en mouvement, qui met au travail ces travailleuses. Mais si on prend le cas par exemple d'une actrice porno ou encore d'une cam girl, c'est un service qui produit une marchandise, donc du travail productif du point de vue du capital. Parce que cette fois-ci, il y a une entreprise, donc du capital, qui met en mouvement des travailleuses qui produisent une marchandise, donc des vidéos porno, etc. Et donc, il y a de l'exploitation, il y a de la production de survaleur, etc. Qu'est-ce que j'essaie de montrer ici ? C'est que il y a des frontières très mouvantes, en fait, dans l'exploitation, dans les sociétés capitalistes. J'ai donné hier un exemple, celui de l'infirmière qui travaille pour l'hôpital public et de l'infirmière qui travaille pour une clinique privée. Dans le premier cas, ce n'est pas du travail productif, dans le sens où ce n'est pas du travail qui valorise le capital d'un capitaliste, alors que dans le deuxième cas, celui de l'infirmière qui travaille pour une clinique privée, ça l'est. D'où l'enjeu aussi important de défendre les services publics face aux tentatives de privatisation, parce que c'est des tentatives en fait de créer des nouvelles marchandises là où il n'y en avait pas auparavant. Et c'est la même raison pour laquelle l'éducation est aussi quelque chose à défendre, dans la mesure où la privatisation progressive de l'enseignement supérieur, notamment beaucoup en ce moment,
notamment après Parcoursup, la catastrophe de Parcoursup, des choses comme ça. Il faut défendre l'éducation publique face à ces tentatives de créer des nouveaux marchés, donc de valoriser davantage de capital et de créer davantage de travail productif du point de vue du capital. Oui. Du coup, dans ton exemple, l'infirmière de l'hôpital public, elle ne crée pas du travail productif, mais c'est quand même une prolétaire. Oui. Elle est quand même considérée. Oui. Après, sur la question du travail dans les services, si ça vous intéresse, il y a eu un débat très important entre différents marxistes, notamment Jean-Marie Haribey et un autre qui s'appelle Michel Luçon, parce qu'il y a des débats divergents. Les uns disent que c'est du travail qui produit de la valeur indirectement. Il y a des gens qui disent que c'est du travail productif en puissance, dans la mesure où si c'est privatisé, en fait c'est du travail productif, donc c'est du travail productif en puissance, etc. Donc c'est des cas limites en fait qui... Mon but est de vous faire vraiment réfléchir sur les limites de l'exploitation. Je vous ai donné plein d'exemples d'entreprises, de gens qui travaillent pour des entreprises où l'exploitation est évidente. Les raffineurs, les femmes de ménage qui travaillent pour Shiva, les travailleuses de Wikasa, les chauffeurs de data. Mais j'essaie aussi de vous faire comprendre comment un peu les marxistes essaient de penser des phénomènes contemporains ou même les limites de leur propre théorie. Voilà, et à mon avis, ce qui est vraiment important, c'est le rapport social qui organise le travail. Est-ce que c'est du salariat ou non? Est-ce que ces personnes travaillent pour un capitaliste ou non? Je sais que ceci a l'air absurde comme débat, mais en fait, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est parce que la logique même du capital est absurde. Mais j'insiste beaucoup là-dessus aussi parce que le capital lui-même, il essaye toujours d'avancer, de pousser plus loin les frontières de la valorisation du capital, et donc de l'exploitation, donc de la frontière du travail productif. Voilà. Est-ce que j'ai fini? Oui, je finirai sur un dernier mot, toujours sur ce débat sur productif-improductif, qui est un vrai travailleur, qui est un faux travailleur. Est-ce qu'il faut être fier d'être une travailleuse productive? Est-ce qu'il faut être fier de produire de la valeur? Non, pas du tout, du tout. Les raffineurs, les chauffeurs Uber, les camgirls, etc., tous ces personnes sont des travailleurs productifs, mais il n'y a aucune fierté à tirer du fait d'être exploité, parce que nous, notre objectif en tant que marxistes, au sein de RP, etc., c'est que notre objectif, c'est de lutter contre l'exploitation et de en finir avec l'exploitation, en finir avec cette idée du travail productif, en finir avec la valorisation du capital et en finir avec le capitalisme. Voilà, j'ai fini cette fois-ci.